Salut! Alors là voici, voilà la vidéo bilan du PLIB 2019. Donc cette année, tous les sélectionnés étaient seulement francophones. Je vous avais fait une vidéo où je parlais de mes premiers choix, de mes présélections. Donc dans les 5 finalistes, il n'y avait aucun livre de mes présélections. C'est pas grave. J'ai donc lu 5 livres qui ne m'attiraient pas spécialement. Certains d'entre eux m'intriguaient, certains je les connaissais pas du tout, certains j'avais pas du tout envie de les lire. Je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur et de grosses découvertes comme j'avais eu l'année dernière. Mais je n'ai eu que des bonnes lectures, des lectures agréables. Les 5 finalistes, je trouve, se lisaient très facilement, très vite. Et pour chacun, quand on était embarqué dans l'histoire, on s'attachait au personnage et on avait envie de savoir la suite. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais ça arrive que parfois certains livres ne réussissent même pas à faire ça. Je tourne cette vidéo, on est le 13 septembre, on est à 2 jours de la deadline pour finaliser les votes et aussi de la deadline pour publier les chroniques. Et à l'heure où je filme, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter et je ne sais pas non plus ce que je vais dire dans cette vidéo. Je suis un peu dans l'urgence et j'ai pas du tout préparé, pas du tout pensé à ce que j'allais vous dire sur chaque livre. Donc je ne sais pas si cette vidéo va être très construite. Il est possible que je parte un peu dans tous les sens et je pense que je vais sûrement oublier de vous dire plein de choses. Ou alors je vais avoir des éclairs de génie. Je vous avoue que je compte sur cette vidéo pour rassembler un peu mes idées sur les 5 finalistes et peut-être à la fin de la vidéo savoir pour qui je vais voter. En tout cas pour moi le thème du PLIB de cette année ça aura été la surprise, la découverte et aussi la violence parce que dans 3 des livres, je les ai trouvés quand même assez violents, assez difficiles à lire, en tout cas certains passages. Quand je vais vous parler des livres en détail, je vais plus vous en parler. Il y en a un où j'ai pas trouvé de violence du tout et il y en a un quatrième où ouais, c'est en fond, c'est pas aussi... c'est pas expliqué autant que dans les 3 autres, mais oui, en tout cas j'ai trouvé que c'était un peu cette thématique-là cette année, donc ça m'a un peu décontenancé parfois, mais ça m'a sorti de ma zone de confort, et du coup j'ai beaucoup apprécié, et je suis impatiente de commencer l'édition de l'année prochaine, l'édition de 2020. Les inscriptions pour être juré vont bientôt commencer, je vous mets en barre d'infos le lien vers le site du PLIB sur lequel vous trouverez les infos et sur lequel vous trouverez forcément les liens pour vous inscrire si vous voulez être juré l'année prochaine. C'est vraiment une super expérience et je sais que le site est toujours très bien fait par Yannick et Céline, donc je leur fais confiance forcément, il y a tous les liens et toutes les explications dessus. Je prolonge un peu cette introduction parce que comme je sais pas où je vais après, j'ai un peu peur de commencer, mais allez, il faut se lancer. Je vais commencer par vous parler du Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein. Celui-là, ça fait longtemps que j'en avais entendu parler. Patatra l'avait lu mais il y a très longtemps. Moi je croyais qu'il était sorti depuis beaucoup plus longtemps, mais ça se trouve c'est juste elle l'avait lu au début 2018 et ça me paraît ouais, hyper loin, je ne sais pas. J'avais un peu peur de ce livre parce que tout le monde dit qu'il est insoutenable à lire et très violent. Dans ce livre, on va suivre Faolan, qui est esclave depuis 10 ans d'un clan ennemi. Ça se passe dans un monde où tous les 10 ans, il y a un concours entre les clans. Chaque clan désigne son héros, on va dire, et les 10 héros s'affrontent sur une île mystérieuse pour désigner le vainqueur. Le vainqueur ramène un tribut à son clan, et le clan a pendant une journée, je crois, le droit de faire toutes les exactions possibles qu'ils veulent. Donc ça parle notamment beaucoup de cannibalisme, de viol, de violence. Ouais, c'est assez difficile à lire, c'est vrai. Mais finalement, ce n'est pas celui que j'ai trouvé le plus difficile à lire niveau violence, peut-être parce que je m'étais beaucoup préparée. J'appréhendais beaucoup celui-là, c'est celui que j'ai lu en dernier, et en fait tout le monde, j'avais entendu, mais même avant qu'il soit sélectionné pour le PLIB, j'avais déjà entendu des avis et des critiques sur ce livre qui disaient qu'il était très difficile à lire. J'avais entendu des personnes dire qu'ils l'avaient abandonné au bout de quelques pages parce que c'était insoutenable, et finalement, ouais, je pense psychologiquement je m'étais beaucoup préparée, et c'est passé assez facilement. En fait j'ai trouvé que Aurélie Wallenstein, elle évoque la violence, elle en parle, la violence elle est là, mais il y a peu de détails sanguinolents, enfin il y en a un peu, mais comparé à 2 autres des livres dont je vais vous parler après, j'ai trouvé que limite
y en avait peut-être moins, mais après c'est peut-être, voilà, comme je le dis, peut-être que pour les autres livres je m'y attendais pas du tout, donc je m'étais pas préparée, alors que là je m'étais préparée, c'est peut-être ce qui a fait la différence. Il y a évidemment des passages où j'ai froncé les sourcils, serré les dents et eu des frissons, et oui, effectivement, limite eu envie de m'arrêter, surtout vers la fin du livre en fait. Mais oui, voilà, on m'avait prévenu, donc je pense que ça a été. Je me répète un peu, non? Après, j'ai trouvé ça bien écrit. J'aime bien le monde construit, mais le problème c'est que on en sait trop peu en fait. On a envie d'en savoir beaucoup plus. On sent que Aurélie Wellenstein a construit un monde complexe et bah, ça reste un peu vraiment toile de fond le monde et on n'apprend pas beaucoup sur la politique, l'organisation, l'histoire, etc. Ça m'a un peu manqué. J'ai beaucoup apprécié la première partie du roman, la relation entre Faolan et son tortionnaire. J'ai trouvé la psychologie des personnages dans cette première partie finement travaillée et très intelligente. Mais ensuite, quand il commence le concours, je vous spoile pas, hein, c'est dans les 20 premières pages, enfin ça arrive tout de suite, hein, je vous spoile pas du tout. Quand il commence les sélections, j'ai fait rapidement un parallèle avec Hunger Games en fait, et à partir de ce moment-là, j'ai plus vu que ça. J'ai plus vu que Katniss, et etc. Et du coup, ça m'a un peu gâché ma lecture. Je sais pas, j'ai pas réussi à m'enlever ce parallèle de la tête. Et du coup, bah ouais, ça m'a pollué un peu. J'ai eu l'impression que c'était un copier-coller, alors que c'est pas du tout la même chose. Je suis pas du tout en train de vous dire c'est une copie de Hunger Games. Non, 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 pas du tout. Mais je sais pas, moi, il y a un parallèle qui s'est fait et après j'ai plus vu que ça. Voilà. Et après, donc je ne veux pas vous spoiler, mais la fin m'a laissé un peu perplexe. Je vais vous parler ensuite de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Ce titre-là fait partie des titres dans lesquels je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la violence et où du coup je n'étais pas du tout préparée et où ça m'a énormément heurtée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que ce titre était jeunesse. Donc dès le début, il y a des scènes de sexe décrites de façon très crue et il y a des scènes de violence tout le long du livre, décrits aussi avec énormément de détails, des choses très dégoûtantes. Et ouais, je m'y attendais pas du tout. Et en plus, là même maintenant, quand j'y repense vraiment, ça me donne la nausée. Et voilà, j'étais pas préparée et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Après, j'ai beaucoup apprécié la plume de Céline Chevet. Vraiment, elle écrit magnifiquement bien et si elle sort d'autres romans, ce que j'espère qu'elle fera, j'en lirai avec plaisir parce que oui, vraiment, la façon dont elle dépeint les paysages, la façon dont elle dépeint les personnages et quand même tout ce côté un peu mystérieux, je monte une embrouille, secret de famille un peu fantastique, enfin tout était hyper bien goupillé. D'ailleurs, je ne vous fais pas de résumé, mais parce qu'en fait je ne sais pas comment résumer ce livre. Écoutez, ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous résumer ce livre et je n'y arrive pas. Donc je vais faire quelque chose que je ne fais jamais en vidéo, mais je vais vous lire le résumé parce que je viens d'en trouver un sur Google Books qui est, je trouve, parfait parce que dans ce résumé, vous allez retrouver un peu la poésie de l'écriture au début et à la fin des petits indices sur ce qu'est l'histoire qui aident pas mal parce que je suis vraiment incapable de vous résumer ce livre. Seitamaken, Japon. Entre les longs doigts blancs de Haru, les pelotes du temps s'enroulent comme des chats endormis. Elle tresse les nuages en forme de drame, d'amour passionnel, de secret. Sous le nébuleux spectacle, Juliane pleure encore la sœur de Suichiro Sake, son meilleur ami. Son esprit et son cœur encore amoureux nient cette mort mystérieuse. Influencée par son ami Haru, Juliane part en quête des souvenirs que sa mémoire a occultés. Il est alors loin de se douter du terrible passé que cache la famille Sake. Fable surréaliste, La fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. Voilà, ça résume parfaitement la mémoire qui fait défaut, la malédiction familiale, les secrets de famille, les amours adolescentes et la poésie. La poésie, toujours la poésie. Et donc avec cette poésie, j'ai été embarquée dans l'histoire. Il y a vraiment des personnages très singuliers que je n'avais jamais rencontrés dans aucun autre roman. C'est intelligent, c'est bien construit et malheureusement
je me suis doutée assez tôt de la révélation finale. Pour moi, c'était assez évident dès le début. En fait, même il y a deux grosses révélations dans le livre, et pour moi, les deux étaient évidentes assez rapidement. Donc peut-être que je n'ai pas eu cette grosse explosion mentale à la fin de What? Mais c'est ça? Voilà, du coup, je m'y attendais. Et après, je l'ai lu d'une traite quand j'étais en Grèce. Vraiment, je pouvais pas le lâcher, j'avais envie de savoir, ça se lit très facilement, vraiment sans aucune pause, c'est hyper fluide et vraiment on est embarqué dans l'histoire. Malheureusement, l'histoire en elle-même, la trame narrative en elle-même m'a peu conquise, surtout voilà, à cause des moments qui m'ont mis très mal à l'aise à cause de cette ambiance un peu malsaine qui m'a un peu repoussée. Et je pense que c'est le but de l'autrice, et du coup elle est vraiment très forte sur ça. Et donc oui, là je pense, vous voyez, je réfléchis en même temps pour mon vote pendant que je vous parle, et là je pense que déjà, rien qu'au niveau travail d'écriture, je pense que déjà des deux livres que je vous ai présentés, je pense que Céline Chevet remporte pour moi ça. Ensuite, je vous parle du troisième livre que j'ai trouvé assez violent. C'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Vincent Tassi, on me l'avait déjà énormément conseillé, notamment avec Apostasie. Tout le monde a adoré, tout le monde avait conseillé ce livre. Et moi, ça ne m'attirait pas parce que je n'aime pas les histoires qui font peur. Voilà. Si je lis des livres qui m'empêchent de dormir, ou si je regarde des films qui m'empêchent de dormir, ça ne va pas du tout. Et donc je pensais que Comment le dire à la nuit, ou que, en tout cas, les livres de Vincent Tassi allaient me faire peur. Et là, comme pour Céline Chevet, je ne peux pas vous le résumer, donc je vais aussi vous lire le résumé. La dame en noir vivait seule dans son château. Elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva. Elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. Et c'est ça que Vincent Tassi écrit, une histoire d'amour et de nuit qui traverse les siècles. Il y a des flashbacks de nombreux personnages, plus ou moins des réincarnations. On ne sait jamais trop où on en est, on ne sait jamais trop où on va, on ne sait pas trop qui est qui, et j'ai trouvé ça enchanteur. Vraiment, l'ambiance est superbe. J'ai enchaîné ce livre juste après La fille qui tressait les nuages, et le premier chapitre de Comment le dire à la nuit est d'une violence insoutenable. J'ai commencé Comment le dire à la nuit juste après La fille qui tressait les nuages, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce plib? Pourquoi? Pourquoi autant de violence? Mais vraiment. Et insoutenable. Ce premier chapitre, mais d'ailleurs je l'ai posé, j'ai fait une pause, parce que c'était trop pour moi après La fille qui tressait les nuages. Ensuite, dans Comment le dire à la nuit, il y a un peu moins de violence. Il y a des personnages violents, mais c'est décrit avec moins de détails, etc. Ce que je reprocherais en fait à Comment le dire à la nuit, c'est que j'ai pas compris en fait. J'ai pas du tout compris où l'auteur voulait en venir. J'ai pas compris la fin. Et du coup, j'ai une impression d'inachevé. Parce que sinon, je trouve vraiment qu'au niveau de la plume, pour moi c'est Vincent Tassi qui remporte. J'ai eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs je lui ai parlé pour lui dire à quel point j'avais aimé sa plume, et que j'ai vraiment envie de lire ses autres écrits, et je suis très impatiente de le rencontrer à la remise des prix. Il m'intrigue énormément, et enfin, je trouve que c'est du génie son écriture, donc voilà. Mais en même temps, voilà, l'histoire m'a pas conquise, donc c'est un peu le même problème qu'avec Céline Chevet dont je vous parlais juste avant. Et voilà, sauf que Céline Chevet, j'ai quand même vu où ça allait, quoi, donc je ne sais pas. Là, vous voyez, là, je suis en train de me dire, je crois que ça va être entre ces deux-là, mon dilemme. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre. Pareil, il est court, il se lit très vite, et rien que pour découvrir la plume, je vous le conseille. L'ambiance est superbe, l'écriture est superbe, les entrelacements d'arcs narratifs sont hyper bien pensés, intelligents, très bien construits, mais je n'ai pas compris. Après, parfois, dans la poésie, justement, il n'y a rien à comprendre. Donc au final, est-ce que ce roman, c'est de la poésie en prose? Est-ce que ce roman, c'est de la prose? Là, là, j'ai peut-être l'explosion mentale qu'il me fallait pour décider pour qui je vais voter. Ensuite, j'ai lu Rouille de Florian Soulas.
On m'avait dit du bien de ce livre, mais j'ai toujours une certaine appréhension quand on lit les livres des youtubeuses ou des influenceuses. Euh, Parce que toutes les dernières fois où j'en ai lu, j'ai été déçue. Parce que souvent, ces personnes-là sont publiées pas parce qu'elles ont du talent, mais parce que ça va vendre. Ce n'est pas le cas de Floriane Soulas. Je pense que Floriane Soulas écrit avant d'être booktubeuse. Elle n'a pas décidé d'écrire un roman parce qu'elle était connue sur les réseaux sociaux. Elle écrit parce qu'elle a du talent. Et ça, vraiment, voilà. Au moins, d'avoir été obligée de lire ce livre pour le PLIB, voilà. Au moins, maintenant, j'ai cette certitude-là et j'ai envie de lire d'autres ouvrages de Florian Soulas parce que vraiment, c'est un écrivain. Rouille se passe dans un univers steampunk. On va suivre Violante, une jeune prostituée qui a perdu la mémoire et qui va enquêter sur son passé et en même temps sur des disparitions d'amis à elle, de pauvres en fait, d'autres prostituées ou de mendiants, etc. Et elle va enquêter dans ce Paris steampunk sur ces deux aspects-là. Comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé ça bien écrit, ça se lit très bien, c'est vraiment très agréable à lire. L'ambiance steampunk est bien reconstituée. On ne s'ennuie pas une seconde, on a envie de savoir ce qui se passe. Après, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques grosses ficelles. Je me suis pas tellement attachée à Violente. J'ai eu un peu de mal avec tout le côté espèce de syndrome de Stockholm. En fait, mon proxénète il est un peu sympa. Voilà, mais sinon, franchement, vraiment une très très bonne lecture. Et c'était un premier roman, donc enfin vraiment, ouais. Au top, n'hésitez pas, lisez Rouille de Florian Soulas. Je me dis, j'en dis vraiment pas grand chose, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, vraiment, c'était sympa. Ah si, il y a une partie du roman qui parle des enfants perdus. Donc ce sont des enfants orphelins qui vivent dans une décharge. Et en fait, ils ont une espèce de communauté, une espèce de code. Enfin, je sais pas, j'adore les enfants perdus. Rien que pour les enfants perdus, j'ai envie de relire ce roman. J'aimerais trop que Florian Soulas un jour décide d'écrire plus sur les enfants perdus. J'ai eu un coup de cœur pour eux, mais vraiment, je pense que les enfants perdus, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans le PLIB de cette année, vraiment. Les enfants perdus, mais cœur sur eux, quoi. Et le dernier livre, c'est une autrice que je n'avais toujours pas lue, c'est Cindy Van Wilder avec Terre de brume. J'ai dans ma pile à lire Les Outrepasseurs depuis très longtemps. Je sais que c'est une autrice qu'il fallait que je lise, qu'on m'avait dit de lire à de nombreuses reprises. Euh, En plus, je la trouve trop sympa, donc forcément t'as envie de la lire parce que tu te dis mais je l'aime trop, j'ai envie de savoir. Et je m'étais jamais lancée et je suis trop contente d'avoir enfin découvert sa plume. Vous voyez, ça me fait un peu la même chose qu'avec Florian Soulas. Là, je crois que si on m'avait pas mis un coup de pied au derrière, bah, je les aurais pas lus et ça aurait vraiment été dommage. Terre de brume, et bien ça se passe sur une terre recouverte par la brume. Un jour, il y a une brume toxique qui a commencé à recouvrir le monde entier et on va suivre des magiciens des éléments. On va suivre une prêtresse de l'eau qui va s'allier avec une prêtresse de feu pour essayer d'aller sur les traces de l'origine de la brume. Terre de brume, j'ai vraiment trouvé, pour moi, c'est le livre qui a le plus rempli son contrat de lecture. Dans le sens où j'ai lu Terre de brume, c'était exactement ce à quoi je m'attendais en mieux, parce qu'en fait je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien écrit, je ne m'attendais pas à m'attacher autant au personnage, et je ne m'attendais pas à le dévorer parce que j'avais tellement envie de savoir la suite. Mais donc voilà, ça a vraiment rempli son contrat de lecture. Je m'attendais à la fantaisie jeunesse, j'ai eu de la fantaisie jeunesse incroyable. Certains des passages dans les mondes construits, par exemple sur la terre des prêtresses de feu, dans le sanctuaire des prêtresses de feu, ça m'a fait penser par exemple à Manon Fargeton, aux illusions de Saveloar, que j'adore, que je vous ai déjà conseillé. Ça m'a fait un peu penser à ça. Terre de brume, c'est une série, en fait, oui, ça, Terre de brume, c'est une série, c'est une duologie. Donc là, je vais aller me procurer le tome 2, parce que peut-être qu'ils l'ont à la bibliothèque aussi, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir ce qui arrive au personnage. En fait, Terre de brume, pour moi, dans ce plib, c'est la lecture doudou. Vraiment, c'est la lecture... Ah, du coup, je suis en train de me dire, parce qu'en fait, c'est pas celui-là mon gagnant, comment je vais faire? Mais ouais, non, ouais, c'était là, c'était un bonbon tout doux, une guimauve. J'ai
adoré, vraiment, enfin... je sais pas. Voilà, encore une fois, j'ai l'impression que je vous ai déjà tout dit en 30 secondes, mais parfois ne pas trop parler, c'est bien. J'ai adoré Terre de Brume, j'ai adoré La Plume du Cindy Wilder. Il faut que je lise le deuxième tome et que je commence Les Outrepasseurs. Voilà, c'est fini. J'ai l'impression que j'ai été beaucoup trop succincte sur beaucoup de livres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de précision ou quoi, ou si vous les avez lus, si vous voulez qu'on en parle. Si vous êtes juré du PLIB et que vous avez déjà voté, si vous voulez pas garder votre vote secret, je veux bien savoir. Là ouais, je crois, je vais réfléchir après cette vidéo, mais je crois que j'hésite. Non, non, je crois que c'est Vincent Fantasy. Ah, je sais pas.